petit thème que je vous propose d'évoquer aujourd'hui est donc consacré, vous le savez, aux élections présidentielles qui auront lieu en 2022, au mois d'avril et au mois de mai. Il y a 2 tours de ces élections 2022. Ce sont les 11e élections présidentielles au suffrage universel. Donc nous avons une certaine habitude maintenant des campagnes électorales, et nous avons une certaine habitude finalement de ce rendez-vous du scrutin qui est en France considéré comme véritablement le grand rendez-vous politique. J'ajoute tout de suite qu'il y a les élections présidentielles, donc c'est l'élection du président ou de la présidente de la République au suffrage universel, direct, scrutin uninominal à 2 tours, et qui va être suivie d'une autre élection. Ce sont les élections législatives, les élections qui porteront donc sur le choix des députés à l'Assemblée nationale, afin d'avoir une sorte de cohérence politique entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ça ne marche pas tout le temps. De temps en temps, les Français aiment bien avoir une différence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ces élections, donc, de 2022, très vraisemblablement, Emmanuel Macron, l'actuel président de la République, va sans doute se représenter. Il s'agit donc d'une élection de reconduction. Il est président, il va sans doute vouloir l'être à nouveau, et des élections de reconduction, nous en avons connu 2 dans notre histoire. En 1987, François Mitterrand s'est porté candidat pour les élections de 1988 à sa reconduction. Et Jacques Chirac, président une première fois, là aussi a souhaité être reconduit. Et cela a fonctionné. Et nous avons dans notre histoire aussi des présidents qui ont souhaité une reconduction et qui n'ont pas été réélus. C'est le cas, par exemple, le premier Valéry Giscard d'Estaing, en 1981. Ce fut le cas également de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas été reconduit. Et un peu particulier, François Hollande, mais qui ne s'est pas présenté au suffrage. Donc il n'y a pas eu reconduction à proprement dit. Alors, donc là, nous sommes dans une configuration ouverte. L'histoire de ces élections ne nous donne pas de schéma préétabli. Revenons peut-être à l'élection de 2017. En 2017, l'élection avait été marquée par une nouveauté, c'est l'émergence justement d'un candidat que personne ne connaissait. Emmanuel Macron, personne ne le connaissait, il était ministre, mais pas un ministre important, et il a su ainsi quand même gagner la confiance des électeurs. Il a été élu à 2 tours. Au premier tour, il avait obtenu 24% des suffrages exprimés. Ce qui est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup, parce qu'avec 24%, on peut prétendre aller au 2e tour. Peu, parce qu'il y a eu beaucoup d'abstentions, et en réalité, les 24% ne représentaient que 18% des votants possibles. Donc, là encore, les pourcentages du scrutin nous montrent une vraie ouverture, un jeu très ouvert sur le choix politique qui peut être fait à l'occasion de ces élections. Que nous disent les sondages et les commentaires, j'y reviendrai, nous disent, depuis maintenant 2 ans, les commentaires politiques disent « Oh, il n'y aura pas de surprise. » Il n'y aura pas de surprise dans la mesure où beaucoup de sondages ont confirmé la possibilité pour Emmanuel Macron d'être présent au 2e tour et de gagner. De gagner contre qui? Une autre candidate que les sondages et les commentaires jusqu'à maintenant considèrent comme la vraie, la vraie adversaire de 2e tour, qui est Marine Le Pen. Donc, jusqu'à il y a quelques semaines, un mois ou 2, depuis 2-3 ans, tout le monde pense qu'il y aura Emmanuel Macron et Marine Le Pen au 2e tour, qu'Emmanuel Macron gagnera ces élections. Quelles sont maintenant
l'état des forces politiques. Parce que derrière ces candidats, il y a évidemment des mouvements politiques qui sont très nombreux, avec leurs tendances, avec leur histoire, avec leur permanence et leur nouveauté. Pour évaluer les forces politiques, nous avons quelques élections intermédiaires. Nous avons eu quelques élections, les élections européennes, les élections régionales et les élections municipales pour les villes et villages, pour choisir le maire, pour faire vite. Les élections municipales ont un avantage, c'est que les élections municipales ont la même popularité, ou presque la même popularité que l'élection présidentielle. C'est les deux élections importantes. Qu'est-ce que l'on remarque sur les dernières élections? D'abord, une grande abstention. Et là, il y a une tendance générale à voir une abstention croissante dans les élections, quelle que soit leur nature. Deuxième constat, la grande nouveauté, c'est véritablement, je vais peut-être employer un mot un peu excessif, mais l'effondrement, ou pas encore la disparition, mais véritablement l'effondrement des partis historiques, des partis classiques, comme on les appelle. Et, voie de conséquence, un émiettement, vous comprenez le mot émiettement, dispersion politique dans différents petits mouvements ou différentes candidatures, parfois très sérieuses, parfois un peu moins, mais donc un choix beaucoup plus ouvert. Donc, là encore, si je regarde le panorama des forces politiques, on peut se dire, entre l'abstention et l'émiettement politique, que le jeu politique est encore ouvert. Vous voyez, je pars d'une certitude. La certitude, c'est les commentaires Macron-Le Pen. Et en réalité, quand on regarde, on s'aperçoit que, finalement, les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qui intéresse les Français? Quels sont les sujets importants? Et là, nous avons des sondages, nous avons des enquêtes qui ont été faites par un certain nombre de laboratoires de sciences politiques, mais aussi des lieux de sondage privés, et on a un certain nombre d'éléments intéressants. Et sans doute, ces questions vont jouer un rôle important dans le choix, évidemment, politique qui sera fait l'année prochaine. Quels sont les principaux sujets? Eh bien, l'emploi. L'emploi, juste un petit commentaire sur l'emploi. Certes, les taux de chômage sont importants, mais nous avons des inconnus liés à l'épidémie de virus. Nous savons que la sortie de l'épidémie, qui est, je pense, en train de se faire, montre une recrudescence, une montée, non pas du chômage, mais de l'emploi. Donc il est possible que ce facteur, qui a toujours été important, ce facteur soit un petit peu minoré. Les impôts et les taxes. Oui, c'est un sujet important. C'est un sujet important, pourquoi? Parce que nous avons connu, j'en avais parlé ici d'ailleurs, nous avons connu une série de mouvements populaires importants, le mouvement des Gilets jaunes. Et le mouvement des Gilets jaunes était lié justement à une augmentation des taxes. Or, très vraisemblablement, nous allons vers une augmentation des impôts, une augmentation de la pression fiscale, sachant que la France est déjà un pays où le poids de l'impôt est déjà très élevé. Quand on a fait ce sondage, on venait d'apprendre, par exemple, que le prix du gaz, ça intéresse, comme ici en Russie, et la Russie est un exportateur de gaz, le prix du gaz allait augmenter de 12% au 1er octobre et allait encore augmenter au 1er novembre de 15%. Donc il est certain que la question des prix et du retour de l'inflation et des taxes va jouer, dans les 6 mois qui viennent, un rôle essentiel dans le choix politique. Le troisième élément est intéressant. C'est la question de l'immigration. Alors l'immigration, je ne vais pas en parler tout de suite, mais c'est intéressant de noter que cela arrive quand même avec 31% en troisième position
des préoccupations des Français. Là, ce qu'on a appelé la vague migratoire, ou la crise migratoire, qui a commencé en 2015, et qui, certes, s'est ralentie, mais n'a pas disparu, est devenu un sujet véritablement de préoccupation. En 2017, ça n'apparaissait pas, alors que la crise migratoire avait été presque à son maximum. Mais là, on voit que ce troisième sujet, la crise migratoire, est rentré dans le débat politique, et j'y reviendrai. Après, on retrouvera les inégalités. Chose intéressante, l'environnement, seulement 24%. Ça, c'est intéressant. Je dirais, la faiblesse du chiffre, malgré une présence forte dans le débat médiatique, la crise climatique, une présence forte dans le débat public, dans le débat journalistique, y compris dans les universités, et bien pourtant, la question de l'environnement, elle, reste seulement à 25%. Elle a sans doute augmenté par rapport aux années précédentes, mais elle n'est pas aussi importante que les questions qui ont été préoccupantes. Pardon. Alors, là, c'est un sondage, un autre sondage, qui a été fait juste un petit peu avant celui-ci. Et là, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la question de la fiscalité en deuxième position. On ne trouve pas l'emploi. Les questions n'étaient pas les mêmes. Mais on va trouver, par exemple, la sécurité. La sécurité est devenue aussi une préoccupation principale des Français dans un autre type de sondage, avec d'autres types de questions. Et là, on nous le met en numéro 1, en particulier, c'est intéressant aussi dans les détails, en particulier dans la région de Paris, Île-de-France. Et c'est une question importante, en particulier pour les personnes les plus âgées, 65%. On voit bien que là, il y a aussi un nouveau thème. Alors, ce n'est pas un sujet qui apparaissait nettement dans les préoccupations dans les élections précédentes. La sécurité est devenue aussi un sujet d'importance. Alors, tout ça n'est pas tout à fait nouveau. Il faut corréler, il y a des enquêtes là-dessus, il faut corréler aussi avec d'autres, avec des événements. Pourquoi la sécurité est devenue un sujet? Alors d'abord, il y a eu effectivement une augmentation, d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, une augmentation du crime et des délits, notamment pendant la période du virus, du confinement. Notamment les agressions sexuelles en particulier ont grimpé de façon manifeste pendant les 2 années de l'épidémie. Et puis, il y a quand même aussi la configuration géopolitique avec les attentats, puisque la France est devenue le premier pays d'Europe occidentale, on va dire ça comme ça, le premier pays pour les attentats, avec un maximum de morts, de décès, puisqu'il y a eu en 10 ans plus de 330 victimes. Là sont les enquêtes de la Fondapol que je cite. Donc il y a un climat général et un climat international qui, effectivement, rend crédible cette question de la sécurité. Pour appuyer mon propos sur les préoccupations des Français, j'ai reproduit quelques unes de journaux. Vous voyez, ici, une revue qui s'appelle Front Populaire. On va en parler, si vous voulez, sur la question de l'immigration, la question écologique, ici, la question de la violence, de la sécurité, la question donc, de l'islamisme également. Maintenant, voyons un petit peu quelle est l'offre politique. Qui va être candidat? Combien avons-nous de candidats déclarés? Ce matin, j'ai regardé, on estime à un peu plus de 30 le nombre de candidats aujourd'hui. Bon. Il y avait au final, en 2017, 11 candidats. 11. Pour être candidat, il ne suffit pas de dire « je suis candidat ». Ça ne marche pas. Il faut obtenir des signatures de maire. Il y a une barrière de notabilité, qui vous autorise, si vous êtes choisi par 500 élus, 500 maires ou conseillers régionaux, etc., si vous avez 500 signatures, le Conseil constitutionnel donne un papier, une belle signature, vous pouvez être candidat. Et donc en 2017, il y avait 11 candidats qui avaient obtenu les 500 signatures. C'est pas facile. C'est pas facile parce que les partis classiques essaient de faire pression sur les maires. Il y a une sorte de pression, parfois psychologique, pour essayer d'éviter que certains candidats
trop de candidats se présentent. Il y en a déjà à peu près une trentaine de candidats déclarés. Le problème, c'est qu'il y a des candidats qui ne sont pas encore déclarés. Monsieur Macron n'est pas encore candidat. On pense qu'il va l'être, mais ce n'est pas certain. En règle générale, ceux qui demandent à être reconduits déclarent leur candidature entre novembre et février. Novembre et février. Valéry Giscard d'Estaing avait fait un peu durer un faux suspense jusqu'au mois presque fin février, début du mois de mars, ce qui n'était pas très habile en termes de tactique politique. On ne sait donc pas quand Emmanuel Macron va dire « je suis candidat à ma succession ». Peut-être en décembre, peut-être en janvier. Il y a une date limite, fin février, pour pouvoir justement déposer une candidature. Donc plus de 30 candidats. Est-ce que l'on peut avoir des familles? Est-ce qu'on peut regrouper ces 30 candidats dans des grandes familles? Alors, d'abord, il y a, je dirais, les candidats. Alors déjà, ma fiche est déjà ancienne, parce que Mme Hidalgo est officiellement candidate, Parti socialiste. Il y a d'abord les candidats, disons, de la gauche. On va prendre d'abord ce qu'on appelle la gauche et la droite. Ce sont deux grandes familles. On peut discuter. La question, par exemple, est-ce que M. Macron est de gauche? Est-ce qu'il est de droite? Aujourd'hui, on dit qu'il est du centre. C'est plus le mot qui revient dans le vocabulaire politique de ses partisans. Candidats de gauche. Nous avons des partis classiques, vieux partis historiques, traditionnels. Parti communiste, Parti socialiste. Deux candidats. Parti communiste, représenté par son secrétaire général, qui est M. Fabien Roussel. Ce n'est pas déshonorant de le dire, mais M. Roussel n'est pas très connu. Les sondages, j'y reviendrai, les sondages le créditent de 3%. Vous vous rendez compte, pour le Parti communiste, de 3%. Le Parti communiste, qui dans les années 1950-1960 faisait plus de 20%. Il a perdu, vous voyez, un zéro. Il est passé de 20 à 2. Le Parti socialiste, le grand triomphateur des années 80, 90 et même 2000. Le Parti socialiste qui était au pouvoir avec François Hollande, il y a 5 ans. Parti socialiste qui a produit M. Macron, d'une certaine façon. On est quand même dans une configuration, je dirais, assez classique. Représentée par Mme Hidalgo, maire de Paris. C'est un choix un peu inattendu. Être maire de Paris, Jacques Chirac avait été maire de Paris, et Mme Hidalgo a une image très, très parisienne. Je peux imaginer que même en Russie, l'image du moscovite n'est peut-être pas toujours aussi flatteuse dès que l'on sort de Moscou. C'est la même chose en France. L'image très parisienne de Mme Hidalgo ne semble pas lui porter crédit ou chance dans sa dynamique politique. Et vous verrez qu'elle est créditée de 4-5%. C'est les chiffres de ce matin que j'ai vérifié. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ce que je disais tout à l'heure à propos de l'effacement des partis politiques classiques se confirme. Des candidatures, mais des candidatures qui ne permettent plus, aujourd'hui, visiblement, à ces partis d'être désormais capables d'arriver au sommet de la pyramide politique. Y a-t-il d'autres familles à gauche? Oui. Oui. Une famille importante, qui n'est pas tout à fait nouvelle, qui est incarnée par M. Jean-Luc Mélenchon, 70 ans. Je cite parce que l'âge a son importance. Je rappelle que Emmanuel Macron est le plus jeune président de la République. Donc il y a des phénomènes de génération qu'il faudrait aussi intégrer dans notre réflexion politique. Jean-Luc Mélenchon représente un mouvement hétéroclite de gauche, très hétéroclite, qui s'appelle la France insoumise. C'est un mouvement dont le nom, d'ailleurs, dont le nom même évoque un peu une sorte de révolution. C'est un parti qui se réclame d'une forme de révolution. Il a pris une partie de l'électorat, ou du moins des sympathisants, notamment du Parti communiste.
Il a pris aussi une partie de l'électorat des sympathisants de la gauche du Parti socialiste, sur des thèmes, par exemple, très favorables à l'émigration. M. Mélenchon, par exemple, utilise un vocabulaire très intéressant. Il parle de créolisation de la société française. Qu'est-ce que ça veut dire, créolisation? C'est le mot qui lui appartient. Créolisation, c'est-à-dire bien d'avoir une société française qui soit mélangée au même titre que, géographiquement, que par exemple les départements des Antilles. Dans les Caraïbes, vous savez, il y a des départements français, Martinique, Guadeloupe, Guyane, où vous avez des populations très mélangées par l'histoire et par la géographie, bien sûr, surtout par l'histoire. Donc ce sont des thèmes nouveaux, d'une certaine façon, pour la gauche, qui est évidemment que ce sont des thèmes moins portés sur la défense ouvrière, la défense classique, la lutte des classes. Vous voyez, la lutte des classes, certes, ils n'aiment pas les riches, mais on sent bien qu'il y a autre chose, évidemment, derrière. Si vous voulez, on en discutera. Je cite également notre personnage dans les familles nouvelles, M. Montebourg, 58 ans, divers gauche. Alors, pardon, Mélenchon verra, lui, il a quand même des sondages intéressants. Hein, on verra les derniers chiffres tout à l'heure, des sondages qui le font quand même monter à plus de 12-14%. C'est pas rien. La France Insoumise, ce n'est pas rien. Arnaud Montebourg, intéressant également, à gauche, il vient du Parti Socialiste. Et lui, il est sur un autre thème, très différent. Je dirais que c'est un thème classique de la gauche. Il est sur la défense de l'industrie. Il a un discours patriotique. C'est-à-dire qu'il est dans la veine, peut-être parmi vous, il y a certaines personnes qui s'en souviennent, d'un ministre de François Mitterrand qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement. Alors Jean-Pierre Chevènement est connu en Russie parce qu'il a été très longtemps l'homme politique qui faisait la navette entre Moscou et Paris, encore aujourd'hui je crois. Et Jean-Pierre Chevènement a un discours, je vais employer un autre mot, un discours souverainiste. Le souverainisme, c'est un mot qui vient du Québec, du Canada. Et cette question du souverainisme a été importée dans le vocabulaire politique. Et Jean-Pierre Chevènement et Arnaud Montebourg, qui emploient ce mot-là d'ailleurs, incarnent ce mouvement souverainiste de gauche. À gauche, enfin, troisième famille, troisième groupe, si vous voulez, donc les partis classiques, les mouvements nouveaux, mais différents, et puis une force politique qui existe en France depuis déjà très longtemps, qui essaie de se faire une place à gauche, qui a sa place à gauche, c'est... Ils sont où? Je les ai perdus. Mes écologistes. Ah, le voilà. Monsieur Yannick Jadot. Alors, les écologistes qui ont choisi Monsieur Jadot il y a 8 jours, je crois. Hein, c'est à peu près ça, il y a eu une semaine. Il y avait 2 candidats, et celle-là aussi c'est intéressant. 2 candidats, une candidate qui était professeure à l'Université de Lille, dont les thèses étaient très proches de Jean-Luc Mélenchon. Changer complètement la société, changement radical, un discours très ultra-féministe. Un discours portant justement sur l'accueil nécessaire des immigrés. Et M. Jadot n'est pas dans cette opposition, hein, c'est le même parti. Ce n'est pas une opposition, mais c'est un discours plus modéré. Soyons clairs, le discours de M. Jadot sera un discours de synthèse politique. Donc il y aura un discours d'extrême gauche, un discours écologique sans doute responsable, mais ce sera mixte, évidemment, entre les deux. À droite, alors là, à droite, c'est un peu compliqué. À droite, là, on ne sait pas. Je ne peux pas vous donner lequel est le candidat, parce qu'il y a plusieurs candidats. Il y a plusieurs candidats qui viennent de la même famille, qui viennent d'un parti qui a été créé par Nicolas Sarkozy, qui s'appelle les Républicains. Républicains, c'est la référence au parti républicain américain. Ce n'est pas parce qu'il y a un article, l'article a même été imposé d'une certaine façon par le vocabulaire. L'idée, c'était de créer un grand parti libéral, à la fois libéral et conservateur. Un mixte de différentes traditions françaises, dont la tradition gaulliste.
On y reviendra si vous voulez. Alors ce parti, il a continué d'exister, mais évidemment, entre-temps, il y a eu M. Macron. Et M. Macron, quand il est devenu président de la République, il a choisi un Premier ministre. Macron venait de la gauche. Il va prendre un Premier ministre chez les Républicains. M. Édouard Philippe. Pof, là, surprise. Alors chez les Républicains, c'est bien compliqué. Et vous avez plusieurs personnes qui vont quitter le mouvement républicain, mais pas trop loin. Vous avez M. Xavier Bertrand. Il est où? Il est parti, où, Xavier? En deuxième. Ah, voilà, Xavier Bertrand. Divers droite. Oui, en réalité, divers droite. Soyons honnêtes. Il est quand même très, très, très proche des Républicains. Il a été élu président de région, pas sous le drapeau républicain, mais les électeurs, ce sont les Républicains. Deuxième candidature officielle, Madame Valérie Pécresse, 54 ans. Elle est présidente de la région parisienne, région Île-de-France. Xavier Bertrand, le Nord. Et puis, on a un troisième, 70 ans, Michel Barnier, qui est également candidat. Le seul qui ait sa carte du parti républicain, c'est Michel Barnier. Les autres, bon, alors bon, il y a d'autres. Le père, peu importe, M. Ciotti, Nice, les Républicains ont dit qu'ils choisiraient leur candidat au mois de décembre. C'est un peu tard. Donc on va être dans une incertitude pendant 2 mois, savoir si la droite, c'est-à-dire la droite susceptible d'envoyer un président de la République. Si cette droite est capable de structurer un mouvement et de créer une dynamique électorale. Alors, restent 2 candidats dont il faut que je parle. D'abord, Marine Le Pen. Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, classé à l'extrême droite. Le nom du parti a changé, ce n'est plus le Front National, c'est Rassemblement National. Avec, et là c'est intéressant, un discours très social. Beaucoup de thèmes ont changé. Autrefois, le Front National disait qu'il fallait sortir de l'Europe. Frexit. Il y avait le Brexit britannique. Et donc le Front National disait qu'il faut le Frexit, sortie de la France. Aujourd'hui, on ne parle plus du Frexit, au Rassemblement National. De même l'euro, la monnaie. Jean-Marie Le Pen, les chefs historiques du Front National disaient qu'il fallait sortir de l'euro, retrouver une souveraineté monétaire. Là encore, le Rassemblement National, aujourd'hui, ne parle plus de sortir de l'euro. Donc il y a beaucoup de thèmes, plus en particulier, un certain nombre de thèmes sociaux qui font glisser finalement l'électorat vers un électorat de plus en plus populaire. Si vous revenez sur la carte, c'est très net. Le Nord, mais aussi une partie du centre de la France, on a un double électorat populaire. Un électorat autrefois ouvrier, dans les grandes régions ouvrières, Lorraine et le Nord, le charbon et l'acier, mais qui n'existe plus, textile. Donc, un ancien électorat ouvrier, et ce que l'on appelle, depuis notamment la crise des Gilets jaunes, et on a repris le terme d'un géographe français, la France périphérique. Qu'est-ce que c'est que la France périphérique? C'est les populations qui n'habitent pas dans les centres-villes, qui n'habitent pas les banlieues, et qui se retrouvaient, à un moment donné, à vivre à 100, 150 km, peu importe, des grandes métropoles. Ce n'est pas une population riche. Il y a eu récemment une statistique très intéressante sur le problème de la pauvreté en France, qui, à mon avis, va jouer aussi un rôle dans l'élection présidentielle. Donc, Marine Le Pen, par son discours qui a changé, a su séduire un électorat plus populaire, au-delà même de l'électorat traditionnel, qui était notamment celui du midi de la France, héritage, entre autres, de l'Algérie française, puisque une grande partie des ce qu'on appelle les pieds noirs et leurs familles et leurs descendants s'étaient installés là, et c'est vrai que le Front National avait créé autrefois un bastion électoral dans le sud, héritage évidemment de cet empire colonial en quelque sorte. Donc voilà pour Marine Le Pen qui, elle, a des chances
d'arriver au second tour. Elle va, peut-être, on va retrouver, comme en 2017, Macron-Le Pen. La question, c'est de savoir si le changement de discours du Rassemblement national peut lui permettre d'avoir la majorité. Ça, on ne sait pas. Tous les commentateurs et les sondages disent non. Tous les commentateurs et les sondages disent Marine Le Pen ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Il y a une sorte de... On parle de plafond de verre. Vous voyez, briser le plafond de verre. Alors, l'autre candidat, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ben voilà la carte, hein, vous voyez, c'est l'électorat de l'Ouest, c'est un électorat plus bourgeois, on va dire ça comme ça, pour simplifier les choses. C'est un électorat de centre-ville, c'est un électorat de diplômés. Donc on a une catégorie de la population plus aisée, celle qui votait socialiste ou républicain. Donc finalement, on retrouve bien, finalement, dans cet électorat, c'est la sociologie électorale, un peu rapide, hein, j'en conviens, on retrouve bien quand même l'idée d'un centre, en quelque sorte. Centre libéral, pas trop conservateur, ouvert sur l'Europe, qui a une certaine aisance, peut-être aussi un certain conformisme. Et M. Macron, finalement, peut inspirer une sorte à la fois de prospérité et de conformisme. Il s'est mis dans les pas, à un moment donné, d'ailleurs, intéressant, il s'est mis dans les pas de Valéry Giscard d'Estaing. Il a voulu être un peu une sorte de personnage incarnant la prospérité, l'expansion, etc. C'est intéressant de revenir sur les modèles à un moment donné. Donc, tout ça était très bien. On a, malgré l'émiettement, malgré les nouveautés, on a finalement un scénario classique. Pendant longtemps, les sondages, jusqu'au mois de septembre, nous donnent tranquillement, eh bien écoutez, pas de problème, Marine Le Pen en bleu, au premier tour, Emmanuel Macron en rouge. Emmanuel Macron devant récupérer les voix des Républicains et les voix de la gauche, une partie de la gauche. S'il y a un second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec plus de 60% des voix. Et Marine Le Pen arriverait naturellement au deuxième tour, puisqu'elle aura, de toute façon, elle sera toujours deuxième avec entre 23 et 28%. Donc le scénario est établi. Et puis voilà, il y a un changement. Il y a un changement en septembre. Qui est ce personnage? C'est lui. Monsieur Zemmour. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Éric Zemmour. C'est un journaliste politique. Il a fait sa carrière, pas exclusivement, mais principalement au Figaro. Donc, il peut être classé à droite. Et il le dit lui-même, d'ailleurs. Il est devenu un habitué de plateau télévision. Il est un auteur, il écrit des livres politiques, ce qu'on appellerait un publiciste au XIXe siècle. Il écrit des livres politiques avec succès. Son premier livre, je crois, a été vendu à 300 000 exemplaires, ce qui est beaucoup. 200 000 exemplaires en France, c'est un vrai succès. Là, il vient de sortir un dernier livre qui est déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires, son tout dernier ouvrage. Donc c'est quelqu'un de connu, une célébrité. C'est à la fois un vrai analyste politique, il connaît son métier, c'est un vrai connaisseur de la vie politique française, de l'histoire politique française. Il a 63 ans, c'est un enfant de la Ve République, c'est un enfant de la période des 30 Glorieuses, c'est un enfant de la prospérité. Prospérité cassée dans les années 70 et 80. Je dis ça parce que quand on écoute son discours, un des éléments forts de son discours, il y en a plusieurs. Mais il y a un premier élément fort de son discours, c'est la nostalgie. C'est une histoire et une nostalgie. Une histoire parce qu'il connaît l'histoire de France, il sait retrouver les dates, il connaît les acteurs, il dit qu'il a une admiration pour Napoléon, serait-il bonapartiste. Et puis surtout, il revient régulièrement sur l'idée qu'il y a eu une France glorieuse, qui est la France de son enfance, qui est la France des années 60-70, c'est-à-dire la France
du général de Gaulle. Et donc, il y a une référence implicite à cette période gaullienne où la France avait une industrie importante, avait une souveraineté, on peut relativiser, hein, mais voilà, dans l'imaginaire, industrie, souveraineté, puissance, et surtout une émigration qui existait, mais une immigration plus faible qu'aujourd'hui. Et donc là, on va voir se déployer, à partir de là, on va voir se déployer les différents thèmes qu'il propose à son public. Je vous rappelle, c'est d'abord une célébrité, il est à la télévision, tous les jours, plus maintenant, pas encore que. Et donc, tous les jours, il a développé en même temps tous ces thèmes-là. D'abord, la question de l'immigration. On a fait une priorité. Après, c'est passé au deuxième rang. Il a changé ses priorités. Question de l'immigration, il y a trop d'immigrés en France. Une des conséquences de l'immigration, je le cite, une des conséquences, même si très nuancée, attention, une des conséquences de l'immigration, une des conséquences malheureuses, mais effectives, c'est l'islamisme et les attentats dont j'ai parlé tout à l'heure, dont la France, malheureusement, est recordman de l'Europe occidentale. Ça, c'est le premier élément. Il y en a d'autres. Le retour de l'industrie. Il faut réindustrialiser le pays. Aujourd'hui, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut, peu importe, est tombée à moins de 12%. Ce qui est pour la France catastrophique. Si ce thème arrive, c'est aussi parce qu'il y a eu l'épidémie. Il y a eu l'épidémie, et là on s'est aperçu que, par exemple, oh là là, catastrophe, la France, qui fabriquait des médicaments, ne fabrique plus tous les médicaments. Il faut acheter des médicaments en Chine. Il y a des brevets en Suisse, en Allemagne, mais il y a moins en moins en France. Autre élément, les masques. Le masque. D'un coup, pas de masque. Mais la France, qui était championne du textile, devrait fabriquer des masques. Mais où est le textile? Il n'y a plus. Les masques sont chinois. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle de l'automobile, par exemple. L'effondrement du secteur automobile, qui est un des secteurs phares de l'industrie française. Donc ce thème, évidemment, va devenir un élément qui va porter l'idée de souveraineté chère à Éric Zemmour. Il y en a d'autres. Il y a, en politique étrangère, par exemple, il veut une politique dite souveraine. Il l'a dit, c'est pour ça que je vous le répète, je ne reprends que ses propos, il a dit qu'il faut revoir notre partenariat avec la Russie. Il s'est clairement exprimé, ça m'a intéressé, j'ai noté, il s'est clairement exprimé en disant, ben voilà, aujourd'hui on a des problèmes avec les États-Unis, il faut rééquilibrer nos rapports avec la Russie. Tiens, 1966, voyage du général de Gaulle. Vous voyez, on retrouve fondamentalement tout l'héritage, une sorte d'héritage un peu mythifié, mais peu importe, c'est pas le problème, un peu mythifié de cette époque glorieuse, soi-disant glorieuse, qu'aurait été la période gaullienne. Et il dit d'ailleurs, parce qu'on lui a posé la question, de qui êtes-vous l'héritier politiquement? Et là, il répond. Et il répond, il est l'héritier des successeurs de Gaulle. Pas Chirac. Pour lui, Chirac a trahi le gaullisme. Sarkozy n'est plus gaulliste. Les républicains ne sont plus des gaullistes, pour lui. Il dit il y avait une tradition souveraine et gaulliste qui était incarnée par des personnages comme Marie-France Garot, comme Charles Pasqua, etc., etc. Donc il y avait une sorte de filiation gaulliste souveraine, et surtout, il se recommande beaucoup de quelqu'un qui s'appelait Philippe Seguin. Il a incarné une sorte de gaullisme social qui était contre le traité de Maastricht. Et Philippe Seguin, qui était une grande intelligence, pour le coup, c'est quelqu'un de tout à fait remarquable, malheureusement est décédé prématurément. Donc il explique quelle est sa filiation. Bien, mais il n'est pas candidat. Il y a suspense, il y a du théâtre. M. Zemmour se promène, il vend son livre, il parle à la télévision, il débat. Un élément intéressant. Et alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ça. Regardez. 13 aujourd'hui. Hier, 15, le dernier sondage. Peut-être, ça va disparaître. Peut-être. Peut-être ne sera-t-il pas candidat. Mais il y a un effet Zemmour. Quel est l'effet Zemmour? Deux effets. La première, sans doute le premier effet,
comment il le dit, là aussi, sont des commentateurs autorisés, des enquêtes d'opinion, etc. Le premier effet, c'est que les thèmes développés par Éric Zemmour depuis plusieurs années, la télévision notamment, ces thèmes, aujourd'hui, entrent dans le discours politique général. L'immigration, par exemple, est devenue un sujet politique. Tous les partis parlent de l'immigration. Avant, on ne parlait pas. L'industrie. Tous les partis parlent de la réindustrialisation. Alors, il n'y a pas que M. Zemmour, il y a le contexte de l'épidémie, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les thèmes évoqués publiquement par M. Zemmour irriguent le vocabulaire politique, à telle enseigne que dans l'industrie, il y a notamment un élément important, c'est l'industrie nucléaire. L'énergie nucléaire que tous les partis politiques étaient d'accord pour faire disparaître, pour confidentiel. C'était le grand moment du gaullisme triomphant, le nucléaire. Pas seulement, parce que c'est là d'avant, mais peu importe. Et tout d'un coup, on voit des partis politiques dire « oui, il faut revenir à l'industrie nucléaire ». Même chez les écologistes, j'ai entendu quand même, c'est extraordinaire, un écologiste disant « oui, peut-être que finalement, il faudrait peut-être qu'on repense la question du nucléaire ». Alors Zemmour, je dirais, Éric, comme il est le reflet, peut-être aussi, il est le reflet de nouvelles tendances sur les questions de souveraineté, sur les questions migratoires, sur les questions industrielles, sur les questions culturelles. Deuxième élément, regardez. Et là, l'effet Zemmour peut être politique. S'il passe, imaginons, regardez la courbe là, c'est là qui est intéressant. Marine Le Pen, Éric Zemmour. Aujourd'hui, c'est ça. Si demain, c'est ça, ça veut dire que Marine Le Pen n'est pas au second tour. C'est-à-dire que le scénario qui est prévu depuis 4 ans, ce scénario n'arrivera pas. Conséquence, ça donne des chances aux autres. Peut-être à M. Zemmour, j'en sais rien. Mais ça peut donner des chances également aux Républicains. Ça peut peut-être donner des chances à M. Mélenchon. C'est-à-dire que la candidature Zemmour dynamite complètement le scénario attendu Le Pen-Macron. M. Macron, certainement, je pense, c'est jamais, hein, sera au deuxième tour. Pas de Nostradamus, hein, pour probabilité. Par contre, Marine Le Pen, c'est plus sûr du tout. Et si Marine Le Pen n'est pas au second tour, qui va être au second tour? Et là, peut-être même M. Jadot. Donc là, c'est en train de rebattre. Il y a un effet de turbulence. M. Zemmour apporte une sorte de turbulence sur la vie politique française. Et s'il y a un second tour différent du second tour Le Pen-Macron, M. Macron n'est pas sûr de l'emporter. Il a un socle, 25% des voix. Ce socle est permanent. C'est intéressant parce que depuis François Mitterrand en 87, seul François Mitterrand avait, à la veille des élections, cette permanence. Mais il faut penser aussi avec le rejet de M. Macron. C'est ce qui a fait que M. Sarkozy ou M. Giscard d'Estaing ont perdu les élections. C'est ce qui fait que M. Hollande n'a pas pu se représenter. Donc il peut y avoir aussi une sorte de défection à l'égard de M. Macron sur différents sujets. Les taxes, l'inflation. On est au mois d'octobre, nous sommes aujourd'hui le 5 octobre. Le mois d'avril, c'est encore très loin. Et donc on a encore le temps, évidemment, de revoir encore ce scénario. Enfin, je termine sur une chose, et je vous laisse la parole ensuite. Il y a un effet Zemmour qui a été noté par pas mal de commentateurs depuis 15 jours, qui est intéressant. C'est que Zemmour, en utilisant l'histoire, en utilisant des concepts aussi de sciences politiques, de façon grand public, peu importe, a réintroduit un contenu au débat public. Qu'est-ce que les commentateurs veulent dire par là? Ils veulent dire que jusqu'à les dernières élections ont été des élections avec un discours technocratique. Comment aménager la société? Comment s'occuper des retraites? Comment s'occuper du chômage? Avec des recettes.
qui n'ont pas bien marché. Il n'y avait plus ces grands débats des années 60-70, ces grands débats idéologiques. L'idéologie avait disparu, en quelque sorte, au profit des techniques. Or, on le voit avec les discussions avec notamment Jean-Luc Mélenchon, avec un philosophe de gauche. Il y a eu donc avant-hier un débat, hier, un philosophe de gauche qui s'appelle Michel Onfray. Vous avez peut-être entendu parler de Michel Onfray avec Éric Zemmour. Bon, ils ne sont pas d'accord. Mais il y a eu un débat d'ordre idéologique, une confrontation des idées. Et ça, c'est la nouveauté. C'est qu'aujourd'hui, vous savez que les Français sont amoureux du combat d'idées, ils adorent les combats d'idées. Mais ce combat d'idées semble pouvoir revenir. Après, est-ce que cela va avoir une signification politique, une traduction électorale? Ça, encore une fois, je ne suis pas Nostradamus. Rendez-vous donc au mois de mai, ici, on viendra commenter les résultats. Merci beaucoup. Alors, à vos questions, bien sûr. Des abstentions qui sont intéressantes. Pas bon. Je vous remercie. Je parlais de Michel Onfray. Michel Onfray, c'est le rédacteur en chef de cette revue Front Populaire. Je pense que c'était très utile pour son travail de recherche, parce que moi j'écris sur le sujet des élections pendant 1975. Et je pense que je veux dire, je veux savoir quels seront les électeurs de M. Zemmour. Ah, c'est vraiment une grande question aujourd'hui. C'est qu'on a beaucoup de mal encore à savoir qui sont les électeurs potentiels de M. Zemmour. Potentiels. Les premiers sondages, indiquent d'abord en termes de famille politique. Les premiers sondages indiquent que M. Zemmour prendrait une partie importante des électeurs du Front National. Problème. Il prendrait une partie importante du Front National. Or, il y a deux électorats du Front National. L'électorat du Sud, ce n'est pas l'électorat du Nord. L'électorat du Nord, je vous le dis, est beaucoup plus populaire. C'est l'ancien électorat du Nord. Donc, il est vraisemblable que M. Zemmour prendrait plutôt des camps des électeurs du Sud. D'ailleurs, M. Ciotti, député de Nice, républicain, a dit que oui, il voterait Zemmour. Il prendrait aussi, alors là, ce n'est pas sur la carte, encore que, vous voyez, en bleu, c'était les départements où M. Fillon était arrivé en tête en 2017. M. Fillon, républicain, avec un discours plus conservateur. Et donc, comme je vous ai dit, les républicains, aujourd'hui, c'est une sorte un peu d'ectoplasme politique. On ne sait plus très bien ce que sont les républicains. Et les sondages montrent que M. Zemmour prendrait 25% des électeurs qui ont voté pour M. Fillon. Ils se seraient déclarés pour M. Fillon. Ça ne veut pas dire que 25% des républicains. Ça, c'est l'aspect politique. Maintenant, est-ce que l'on peut aujourd'hui déterminer socialement qui seraient les électeurs d'Éric Zemmour? Alors, j'ai regardé les derniers sondages qui ont été faits la semaine dernière, IFOP et 2-3 autres. Plutôt ville, donc bourgeoisie, pour dire les choses simplement. Plutôt ville, les fameux CSP, c'est-à-dire les diplômés, les gens diplômés qui vont être sensibles à un discours idéologique. Tendance plutôt conservateur. Voilà. C'est à peu près ça. Est-ce que ça mord? La question c'est, est-ce que ça peut mordre sur un électorat jeune? Sans doute, l'électorat jeune qui était tenté
de voter pour Marine Le Pen, il est possible, question de notoriété, publicité, il est possible que cet électorat jeune se déplace de Marine Le Pen vers Éric Zemmour. Est-ce que ça sera suffisant pour faire dépasser Éric Zemmour au-delà des 15-16%? Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est très récent. Hein. C'est un phénomène qui a surpris tout le monde. Et nous ne savons pas si, M. Zemmour est candidat, et nous ne savons pas s'il aura les 500 signatures. Ça reste encore mystérieux. Mais on voit assez bien quel est le créneau politique, qui est en fait l'ancien créneau gaulliste, type dur, père, conservateur. Ça, c'est un peu le créneau qu'il a décidé, il le dit lui-même. Et les ralliements politiques qui se font, par exemple, vous avez des personnalités, des républicains, anciennement républicains, comme M. Poisson, c'est son nom, M. Poisson, qui a dit « moi je voterai Zemmour ». M. Ciotti a dit « moi je voterai Zemmour ». On voit qu'il y a l'héritage gaulliste dur des républicains qui sont tentés par cette expérience. Et Zemmour dit lui-même « je veux ressusciter l'ATIA ». Je veux ressusciter le RPR, c'est-à-dire un parti politique qui se réclame du gaullisme. Cher monsieur Auger, merci beaucoup de votre conférence. C'est très intéressant pour nous, les professeurs, pour les étudiants. Je m'adresse aux étudiants, vous ne devez pas avoir peur de poser des questions. Parmi nous, il y a quelques personnes seulement qui parlent très bien français, pas de problème. Ma question, s'il vous plaît, quelle est la réaction de Marine Le Pen à l'apparition du concurrent politique, M. Zemmour? Elle n'est pas contente. Mais elle n'est pas contente du tout. Je ne connais pas Marine Le Pen, je ne connais pas son entourage, mais ce qui ressort dans la presse, par les commentateurs politiques un peu informés, montre qu'il y a une vraie inquiétude aujourd'hui. Une vraie inquiétude, parce que quand même, là c'est énorme, hein. Là, si par hasard, dans un mois, les groupes se croisent et que Éric Zemmour est vraiment candidat, ça va être difficile de les faire se recroiser. Ça va être très difficile. Sachant que, encore une fois, les sondages n'ont jamais défini le vainqueur. Tous les sondages, tous les pronostics, notamment de l'automne, présentaient un autre candidat. Monsieur Giscard d'Estaing était donné vainqueur en janvier 81. François Mitterrand qui a été élu. En 1988, M. Mitterrand était 24%, mais celui que l'on donnait vainqueur, c'était M. Raymond Barre. Et je pourrais multiplier, en 1996, je crois, tout le monde prédisait M. Balladur, c'est M. Chirac. Donc, les sondages ne donnent jamais le vainqueur. Ils ne donnent pas. Il faut vraiment attendre à la fin. Mais elles donnent des tendances. Ils donnent des tendances, et si effectivement Marine Le Pen passe en dessous d'Éric Zemmour de façon durable, c'est perdu, hein, c'est fini, terminé. Là, je pense que c'est même sa carrière politique qui risque fort de s'arrêter. Enfin, du moins carrière avec ambition présidentielle. Voilà. Et donc je pense qu'elle n'est pas contente du tout. Mais le critique, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, alors, c'est... D'ailleurs, l'entourage d'Emmanuel Macron commence à avoir peur aussi. Parce que l'entourage d'Emmanuel Macron espérait, tranquille, le duel Macron-Le Pen. Là, on ne sait pas. Là, c'est en train de changer. Donc il y a une inquiétude. Alors évidemment, on est en politique, on n'a pas forcément des arguments, je dirais, de bonne compagnie, et M. Zemmour est traité de tous les noms. On voit bien d'ailleurs dans le vocabulaire, comment le vocabulaire a changé. Il est passé de journaliste à polémiste. Tiens, ouais. Bon. Il n'est pas normal qu'un journaliste fasse de la politique.
comme si les journalistes qui écrivaient dans l'Humanité, les journalistes communistes, ne faisaient pas de politique. Enfin, c'est idiot. Ou les journalistes socialistes. Bien sûr que tous les journalistes ont toujours fait de la politique. Après, il y a une façon de traiter la politique, de se placer, de se positionner, etc. Donc il y a une critique sur le personnage. Récemment, le Paris Match, qui est une sorte de revue un peu people, comme on dit, a montré une photographie de M. Zemmour en train de se baigner avec sa directrice de campagne. Oh, regardez, Zemmour, il n'est pas bien, il est en train de nager avec sa directrice de campagne. Vous voyez, on sent qu'il y a une inquiétude. Donc on va essayer de discréditer cette... Est-ce qu'on passera aux arguments après? Je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant, sur les 3 semaines qui viennent de s'écouler, 3 semaines, il y a une forte inquiétude chez Le Pen et chez Macron. Là, c'est certain, en fait, du moins dans leurs entourages. Parce que les règles du jeu sont bouleversées. Et encore une petite question. Est-ce qu'en France, il y a encore des gens qui écoutent M. Nicolas Dupont-Aignan? Crédité 2% de sondage, dans les sondages. Alors, Dupont-Aignan, c'est intéressant. M. Dupont-Aignan, 2%, aussi, c'est pas déshonorant que de le dire, il ne représente pas un courant important. Néanmoins, M. Dupont-Aignan était la personnalité politique qui, à chaque élection, se réclamait du gaullisme traditionnel. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens, un certain nombre de personnes, notamment les jeunes qui supportaient la candidature, c'était pas nombreux, hein, qui supportaient la candidature de Dupont-Aignan, la semaine dernière, oui, c'est jeudi dernier, l'association des jeunes a décidé d'aider M. Éric Zemmour. Donc on voit tous les petits partis de droite classiques sont en train aujourd'hui de se mettre dans le courant dominant, comme on dit, dans le courant dominant que semble incarner, je dis bien que semble, parce qu'il n'est toujours pas candidat, que semble incarner M. Éric Zemmour. Merci beaucoup pour cette intervention et des réponses très intéressantes. Alors, je partage tout à fait votre opinion sur le rôle de Zemmour dans cette campagne électorale, parce que c'est phénoménal. Les thèmes qui étaient tabous pendant des années sont introduits, elles sont dans le discours politique, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et je pense que le phénomène Zemmour, de ce point de vue, est une chose très positive, parce que la France qui était enchaînée par le politiquement correct, elle se libère, en quelque sorte. Mais ma question, est-ce que vous pensez que M. Zemmour va se présenter vraiment? Alors là, malheureusement, je ne peux pas répondre. Parce que c'est une question que je me pose. On peut faire le parallèle avec M. Macron qui est venu de nulle part. Exact. Il était ministre quand même important, je dirais. Économie, finance, c'est quand même les ressources. Et il y a été peu de temps. Voilà. Mais ça lui a permis de créer un réseau très puissant, toutes ces rencontres qui se faisaient au ministère. On connaît toute cette histoire. Oui, oui. Donc, il a pu créer des réseaux. Ensuite, il a créé un parti fantôme. Tout à fait. Qui a été catastrophique. Quand même, oui. Mais quand même, c'était les gens qui bossaient pour lui dans la campagne électorale, qui étaient dans la communication, ce qui est... Aujourd'hui, on ne vit plus sans communication. Et de ce point de vue, je me demande, mais est-ce que M. Zemmour ne veut pas vraiment changer la vie, mais d'une autre façon, et de ne pas se représenter? Alors, merci, parce que ça va me permettre justement d'aborder 2-3 éléments que vous évoquez. D'abord, l'irrigation du discours. Les thèmes, oui. On voit bien que les thèmes aujourd'hui sont, au moins les mots, sont repris par la plupart des partis politiques. Tout ce qu'on ne disait pas avant sur la question de la sécurité, on parlait de sentiment de sécurité. Pardon, sentiment d'insécurité, comme si le crime n'existait plus, ce n'était qu'une représentation imagée. Donc on se demande pourquoi il y a tant de gens en prison. Il y a une expression
qui vient de rentrer dans le vocabulaire politique par la voix de M. Xavier Bertrand et qu'utilisait Éric Zemmour. C'est l'expression de guerre civile. C'est important, surtout en Russie, on sait ce que c'est quand même la guerre civile. Cette expression qui rôdait dans le vocabulaire infrapolitique depuis quelques années. Je l'ai même moi-même employé d'ailleurs lors d'une conférence il y a quelques années à Saint-Pétersbourg. Mais dans une autre acception, bien sûr. L'idée qu'il puisse exister en France des affrontements, serait-ce des affrontements entre musulmans et non-musulmans, serait-ce des affrontements entre les villes et les campagnes, d'ailleurs le gilet jaune, c'était un peu ça. Hein, bon. Et donc ce terme de guerre civile, qui était considéré comme un vocabulaire interdit, une expression historique. On ne devait pas parler de guerre civile dans le débat politique. Monsieur Xavier Bertrand a repris de chez Monsieur Zemmour cette expression dans un discours il y a 10 jours. Et d'autres l'ont repris à la suite. Donc voilà, il y a quelque chose qui fait que... Alors c'est peut-être pas le fait de M. Zemmour, encore une fois, je pense qu'il y a aussi un phénomène d'atmosphère, contexte général. Maintenant, le troisième homme, l'expression du troisième homme, c'est ça, une personne qu'on n'attend pas. J'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en disant que nous avions eu 11 élections. Et qu'à chaque fois, d'ailleurs, c'était un peu une surprise, puisque les sondages ne nous donnaient pas le vainqueur. En réalité, c'était à chaque fois une demi-surprise, car celui qui est devenu président de la République était connu. On connaissait M. Mitterrand, on connaissait M. Chirac, on connaissait M. Sarkozy, M. Hollande, oui, on connaissait. Donc, l'idée que quelqu'un de tout à fait inédit sorte du chapeau, comme on dit, sorte du chapeau, c'est 2017, avec M. Macron. Personne, il faut être clair, personne n'attendait M. Macron, et même les commentateurs politiques, je ne parle pas des sondages, les commentateurs politiques disaient qu'il ne peut pas gagner. Il n'a pas de parti politique derrière. Et donc, les élections de 2017 ont montré qu'une personne sans parti politique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas une équipe, sans parti politique, peut gagner. Ça, c'est la première chose. Des candidatures hors classe politique. On en a déjà eu. Pas beaucoup, mais on en a eu. Des humoristes. Il y a eu un humoriste qui s'appelait Coluche, en 81, qui avait été candidat à l'élection. Et la gauche, le Parti socialiste, a fait pression sur Coluche, même pression violente, pour qu'il ne se présente pas, pour garder les chances de François Mitterrand. Il est possible que M. Zemmour reçoive un jour des pressions suffisantes pour dire non, ne te présente pas parce qu'il faut faire passer tel candidat. C'est possible, hein, on en sait. Donc, des personnalités extérieures. Mais c'est vrai qu'en France, par rapport à d'autres pays, on pense toujours à Reagan au cinéma, mais il y a d'autres pays où on peut avoir un présentateur de télévision, on en parlait tout à l'heure avec camarade Emmanuel, un sportif aujourd'hui peut faire une carrière politique, peut-être plus que quelqu'un qui vient de la classe politique traditionnelle. Ça, c'est un peu la nouveauté, peut-être du XXIe siècle. Quelqu'un qui ne vient pas de la classe politique, mais qui est porté par une popularité, devienne chef d'État ou Premier ministre. Pourquoi pas? On en sait rien. Et maintenant, l'équipe. En tous les cas, c'est ça, pour ce que vous avez dit sur Emmanuel Macron, ça a été écrit, tout ça est juste. Il y avait effectivement, autour d'Emmanuel Macron, une équipe souterraine, cachée, mais qui avait préparé cette candidature. Notamment ceux qui espéraient dans M. Dominique Strauss-Kahn. C'est une autre histoire. Il est certain que M. Zemmour, aujourd'hui, même s'il n'est pas candidat, rencontre beaucoup de monde. Il vient de rencontrer à Lille des chefs d'entreprise, des patrons, industrie, commerce. Donc on sent qu'il prépare, en quelque sorte, une candidature avec des soutiens, sinon financiers, du moins des soutiens sociaux, sans doute. Voilà. Après, on ne peut pas aller plus loin. Voilà où on en est aujourd'hui. Dans 15 jours, dans 3 semaines, peut-être que tout ça aura changé
encore une nouvelle fois. Voilà pour répondre à vos interrogations. Oula. Monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci que vous êtes arrivé chez nous, à notre université. Nous sommes très ravis. Moi, je suis très heureux. J'ai une question. Vous avez dit qu'il y a le mouvement qui s'appelle souverainisme. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, la question du souverainisme, comme je l'ai dit, c'est un mot qui nous vient du Canada francophone, du Québec, qui voulait incarner une position politique particulière, c'est-à-dire une souveraineté du Québec à l'égard du Canada, essentiellement le Canada anglophone britannique, pour dire. Donc ce mot est rentré dans le vocabulaire français à l'occasion des événements européens. Référendum sur le projet de constitution, référendum auquel les Français ont dit non. Je rappelle, c'est important. Il y a une mémoire longue de la politique. Comme les Néerlandais d'ailleurs, les Néerlandais aussi avaient dit. Et également aux élections européennes intermédiaires, le fameux Parlement européen de Strasbourg. Et ce terme de souverainiste avait été repris notamment par Philippe Séguin, dont j'ai parlé tout à l'heure, gaulliste d'origine. Il a été, même à un moment donné, emprunté par certaines personnes de gauche. Je parlais tout à l'heure de Jean-Pierre Chevènement, je l'ai entendu, Jean-Pierre Chevènement parler effectivement d'une nécessité d'une souveraineté, retrouver une souveraineté. Je ne sais pas si aujourd'hui il se déclarerait souverainiste, ce qui veut dire qu'il y a, c'est un mot qui n'est pas toujours accepté, mais qui est peut-être plus accepté à droite qu'à gauche, mais qui touche la droite et la gauche. Monsieur de Montebourg, quand il défend l'industrie française, quand il dit qu'il faut produire en France, instinctivement, on va le placer chez les souverainistes. Alors, ça renvoie principalement à deux grandes questions. La question, d'abord, du lien à l'Europe. Comment retrouver une souveraineté d'autorité, justice, sécurité, fiscalité. Trois systèmes régaliens, les grands pouvoirs régaliens. Ça ne veut pas dire qu'on est pour le Frexit, on n'est pas forcément pour que la France quitte l'Union européenne, mais on veut revoir les traités européens sans délégation de pouvoir. Ça, je crois que c'est un élément. C'est pour ça que les Français ont voté non à la Constitution. Encore une fois, il faut être clair. Sinon, ce mot aujourd'hui, M. Zemmour l'a adopté, et monsieur, rien d'autre, monsieur Dupont-Aignan, et puis d'autres qui ne sont pas sur la cour ici, parce que c'est petit, comme monsieur Asselineau, mais monsieur Asselineau, lui, pour le retrait de la France des traités européens. Donc, ça correspond à une idée qui germe de renégocier les traités européens, de les renégocier. Voilà. Est-ce que cette renégociation va trouver prise dans le discours politique? Pour l'instant, nous ne le savons pas. L'autre élément, c'est la question derrière, et là, ça sera peut-être plutôt une thématique que l'on va qualifier plutôt de droite, la question de l'identité. Souveraineté politique et identité. Ce n'est pas un hasard si M. Zemmour a été reçu 10 jours, par M. Viktor Orban, l'actuel responsable politique hongrois, avec cette idée, justement, de retrouver une forme de souveraineté par rapport aux engagements européens. Et donc, on voit qu'il existe en Europe des pays où des forces politiques qui ne sont pas forcément extrémistes, mais qui sont dans des logiques, on va dire, souveraines ou souverainistes. Sachant, encore une fois, j'insiste, que ce mot souverainiste est aussi un marqueur à gauche. L'autre élément, donc ça c'est le traité européen, l'autre élément c'est le protectionnisme industriel. Protectionnisme, c'est pas la fermeture des frontières,
C'est pas ça. C'est effectivement retrouver des échanges équilibrés et abandonner l'idée qui existe, hein, l'idée d'une sorte de grand marché mondial. On l'a vu avec la destruction des emplois en Europe, enfin, surtout en France, le déplacement d'usines en Chine, mais pas seulement en Chine, hein, déjà en Europe, déplacement d'usines qui sont parties en Pologne, en Tchéquie, en Roumanie, automobile. Voilà, donc il y a cette idée un peu de revenir à une forme de protectionnisme qui permette, mais encore une fois, de tenir les deux manettes, politique de l'État, intervention de l'État, qui là, Zemmour insiste beaucoup là-dessus, mais il n'est pas seul, forte intervention de l'État, avec un investissement public, et en même temps retrouver la manette de l'impôt, des taxes, pour pouvoir rééquilibrer momentanément les échanges. Donc il y a ces deux éléments, il y a la question européenne, et puis le corollaire qui est le protectionnisme économique. Mademoiselle ? Merci d'être là. Une question. Vous avez mentionné qu'il y a une grande tendance d'abstention. Oui. Mais pour expliquer quelles sont les raisons de ce niveau Record, absolument. Mais merci d'avoir posé cette question parce que j'étais un peu rapide sur la question de l'abstention. Donc merci de cette question. C'est une tendance forte. Aujourd'hui, un tiers de l'électorat s'abstient, grosso modo. 30%, c'est beaucoup. C'est pas dans les habitudes françaises. Ça dépend des élections, mais c'est pas dans les habitudes françaises. Surtout dans des élections comme les élections présidentielles ou les élections municipales. Donc ça, c'est le premier élément. C'est quelque chose de... Donc, c'est pas un effet de mode, il y a une tendance de fond. Deuxièmement, l'abstention ouvre le champ politique. Et elle rend le jeu politique beaucoup plus mobile. Car en fonction de l'abstention, plus vous avez d'abstention, plus un candidat hors norme a de chances de l'emporter. M. Macron gagne en partie grâce à une abstention importante. M. Le Pen, en 2002, là aussi, arrive au deuxième tour parce qu'il y a une abstention importante, où il y a un éparpillement des voix, mais bon. Comment l'expliquer? Là aussi, je vous renvoie à des études, notamment d'un laboratoire qu'on connaît ici, puisque vous avez reçu Pascal Perrineau, l'ancien directeur. Le CEVIPOF a publié beaucoup d'enquêtes sur les raisons de l'abstention. Il existe également des études, je le cite, des études d'une fondation qui s'appelle la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, qui est dirigée par le politiste Dominique Régnier. Donc voilà, il y a en France des laboratoires ou des fondations privées qui travaillent sur cette question. Tendance de fond, d'abord avec, première chose, disparition des partis traditionnels qui encadraient et mobilisaient la population. Quand je dis les partis, pas seulement les partis, les églises. Il y avait un électorat catholique, mais avec l'effacement de la scène sociale, on va dire ça comme ça, et surtout l'effacement politique de l'Église catholique, il est évident que tout d'un coup, vous avez plein d'électeurs volatiles. Pareil pour le Parti communiste. La quasi-disparition après 90 du Parti communiste qui mobilisait les électeurs, bien vous avez de plus en plus d'électeurs. Donc c'est un phénomène sur le long terme. Il y a une volatilité qui s'est faite par la disparition des encadrants, des cadres traditionnels, qui est capable de bouger. Monsieur Tocqueville emmenait ses paysans voter. Lisez les souvenirs de Tocqueville. Là, vous verrez, hein, c'est dans le manuel. Vous verrez qu'il y a M. Tocqueville fait campagne électorale, votez pour moi, et il emmène tout le monde voter pour lui. Ça, c'est fini. C'est terminé. Les notables, les élites, on va parler des élites, mais c'est peut-être aussi un sujet, les élites n'ont plus ce rôle mobilisateur qu'ils avaient pendant la fin du XIXe siècle et le XXe siècle.
en France en particulier, mais pas qu'en France. Ensuite, je dirais qu'il y a la mobilité de la société. La mobilité, on change de domicile, on bouge, on change de travail, on change de vie, divorce, mariage. Là aussi, les cadres traditionnels, permanents de la société, s'émiettent. Et donc, si vous êtes déjà plus mobile, vous serez moins tenté d'aller voter, vous serez moins intéressé par le discours politique. Et puis, peut-être aussi, y a-t-il une désaffection à l'égard du politique. Les sondages le montrent, aujourd'hui, les personnes politiques, hommes, femmes politiques, n'ont que, de mémoire, je crois, ne représentent que 18% d'avis favorables. Ça veut dire qu'en gros, 80% des Français considèrent que le personnel politique n'est pas intéressant. Donc il y a un sentiment, vous voyez, à cette volatilité s'ajoute un sentiment fort de désaffection à l'égard de la classe politique. Ils sont là depuis très longtemps, etc. Dernier exemple, la durée. La durée, c'est un problème. La durée en politique, Charles de Gaulle en a fait l'expérience en 1968-1969. Mais prenez par exemple quelqu'un qui représente l'ancienne génération, Madame Ségolène Royal, pour ne pas la nommer. Madame Ségolène Royal, qui pensait avoir un destin national, là récemment, elle a eu 6% des voix au sénatorial. Donc il y a un problème de génération. Si Emmanuel Macron gagne, il a 40 ans, donc il est jeune. Si Macron gagne, c'est aussi parce qu'il y a eu cette idée qu'une génération n'était plus bonne. Et ces phénomènes générationnels, M. Thibaudet en a parlé, ces phénomènes générationnels qui jouent aussi leur rôle, la durée et la génération. On ne se reconnaît plus dans la valeur. Donc vous voyez, c'est des éléments, tout ça. Alors évidemment, les abstentions les plus importantes, on les constate aussi dans des départements, dans des villes où il y a une proportion importante de population d'origine immigrée. Quand on parle d'immigration, il y a les gens qui sont français et il y a les gens qui ne sont pas français. Quand vous immigrez en France, vous pouvez avoir la nationalité française. Et dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, une population importante d'origine généralement africaine, nord ou sud, et qui est française, mais qui ne se sent pas concernée. Et cette population s'abstient, 80%, dans certaines villes de Seine-Saint-Denis, au présidentiel de 2017. Donc ça aussi, c'est un élément, l'héritage de l'immigration est aussi un élément qui tire l'abstention vers le haut, je vais dire vers le bas, vers le haut, c'est ce qui explique ce qu'on a. Voilà, il y a beaucoup d'éléments, et là j'en ai cité quelques-uns que vous retrouverez dans les analyses soit du CEVIPOC, soit de la Fondacol. Mademoiselle. Merci à vous. Moi aussi, j'ai la question sur l'abstention. Je voudrais savoir, selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer la situation pour d'inspirer les électeurs à voter Alors, vous avez raison de poser cette question. Qu'est-ce qui peut motiver des personnes à bouger, à aller mettre un papier dans une urne? Un dimanche, j'ai envie de soit dormir, faire la fête, partir à la campagne. Alors, les élections en France, c'est le dimanche. Peut-être que si on change dans la journée, il peut y avoir une réponse légale. Dire le vote est obligatoire. C'est le cas en Belgique. En Belgique, le vote est obligatoire. Si vous payez pas, si vous ne votez pas, vous payez une amende symbolique. Le roi, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que le roi des Belges, par neutralité, paye systématiquement l'amende. C'est une tradition. Comme ça, il ne se prononce pas et il paye l'amende. Mais cette amende est symbolique, et en Belgique aussi, on a les mêmes phénomènes, et ça ne règle pas le problème.
Et forcer les gens à voter, ça n'a pas de sens. C'est un phénomène d'expression. L'autre élément, c'est dans le discours aujourd'hui. J'écoutais les éléments du débat entre Michel Onfray et Éric Zemmour. Peut-être que si on redonne de l'épaisseur intellectuelle, polémique, hein, c'est pas de la philosophie, idéologique, si on redonne de la substance idéologique au choix politique, peut-être que ça peut motiver davantage. Ça peut être un élément. Le retour des églises, le retour des partis politiques, non. Mais si on retrouve une dynamique en disant, voilà, idéologiquement, comment vous voyez la France dans 10 ans, dans 20 ans, et avoir autre chose qu'un discours technocratique, parce que c'est un problème, là, ça peut motiver les gens. Ils vont être motivés par un choix politique qui serait aussi un choix idéologique et peut-être un choix intellectuel. Voilà, parce que là aussi, je reprends des commentateurs d'avant-hier, hein, de ce qui est... Donc vous voyez que votre question est très d'actualité parce que beaucoup d'articles de journaux sortent sur cette question-là actuellement. Chers amis, chers collègues, malheureusement, cher Pascal, malheureusement, il y a les horaires académiques. Absolument. Et on doit clore la séance. Vraiment, c'est d'autant plus fâcheux qu'on a apprécié je dirais, c'est le dégel du déconfinement. Voilà, c'est le dégel. On apprécie, oui, ce plaisir des contacts entre les universités, des contacts avec les collègues. Pascal a déjà toute une série, tout un cycle de conférences. C'est d'autant plus intéressant que c'est à suivre. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.